Cette semaine à Tribune locale, on parle du projet de loi 40 avec Éric Antoine. Éric Antoine, bienvenue sur le plateau de Tribune locale. Merci de me recevoir. On commence en parlant de votre vécu au sein de la commission scolaire. Vous êtes impliqué depuis 2014. C'est vrai. Et qu'est-ce qui étaient vos motivations de départ pour vous impliquer? Bien, moi, le scolaire, j'ai tout le temps été fasciné par cet univers-là. Quand j'ai terminé mes études secondaires, d'ailleurs, moi, j'ai tout fait mon parcours scolaire dans les écoles publiques de la CSCV. À l'époque, Monseigneur Charbonneau, le préscolaire, j'ai fait première, deuxième, troisième année à Saint-Laurent, 4, 5, 6 à Saint-Michel et ESAG, mon secondaire. C'est des écoles que j'affectionne beaucoup. Et quand j'ai terminé le secondaire, je me suis essayé un petit peu au cégep que j'ai pas beaucoup aimé. Et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé sur le marché du travail, mais en même temps, je me suis gardé une petite porte où je faisais de la suppléance à ESAG dans les écoles primaires que j'ai fréquentées. J'ai beaucoup aimé. C'est un milieu qui me fascine. C'est un milieu pour les employés qui travaillent au sein du scolaire. C'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Bien que votre expérience date de quand même quelques années, qu'est-ce que vous ressentez de voir ça, d'être président de la commission, du conseil des commissaires versus les professeurs? Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Est-ce que vous parlent de leur réalité quotidienne? Effectivement. Puis c'est quelque chose qui me préoccupe. Déjà, j'ai eu contact avec des enseignants ou du personnel des écoles et puis ils me disent « Écoutez, M. Antoine, on est rendu au mois d'octobre, je suis déjà fatigué. » C'est exigeant le métier d'enseignant ou n'importe quel métier à l'intérieur des écoles, c'est beaucoup plus demandant que ça l'était auparavant. La société comme telle, on est très dur envers eux. On s'attend à des grands résultats et puis c'est pas facile de travailler dans les écoles. Qu'est-ce qui est plus difficile qu'à l'époque des années 90? Je me souviens, j'ai fait mon secondaire dans les années 90. Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui a changé? Bien, personnellement, moi, je vais dire, ma mère était à la maison, elle pouvait s'occuper de moi dans le temps. Les coutumes, le milieu a changé. Les gens travaillent beaucoup d'occupations. Les gens sont occupés par le karaté, par la patin artistique, toutes sortes d'événements extracurriculaires de leur travail au quotidien. Donc, beaucoup moins de temps à passer avec les enfants, l'encadrement à la maison. Donc, il y a beaucoup de pression qui repose sur les épaules des intervenants dans les écoles. Et vous êtes président du Conseil des commissaires de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Quel est votre rôle exact à faire en tant que président? Bien, en fait, la commission scolaire au Cœur-des-Vallées, ça n'a jamais été à propos de Éric Antoine, c'est à propos du Conseil des commissaires qui se promènent sur le territoire, vont voir quels sont les besoins, rapportent ça au Conseil des commissaires, sont les oreilles et les yeux de ce qu'on a de besoin en termes d'éducation. L'éducation, les écoles, ça appartient à leur communauté. Pour moi, ça, c'est très important. Donc, c'est des parents. Souvent, c'est des parents qui siègent avec moi. Notre rôle, c'est d'être des politiciens, de faire valoir l'éducation sur notre territoire. On voit trop souvent dans les médias qu'il y a plein de choses qui vont mal, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, les médias, c'est très subjectif. Si on regarde concrètement ce qui se passe dans nos écoles, il y a des très belles réussites, puis c'est ça notre rôle, de le véhiculer, de le faire voir, de prendre des ententes avec d'autres politiciens de d'autres paliers, soit au municipal, soit au provincial. C'est de pouvoir être présent sur le territoire puis de voir quels sont les besoins, soit en matière d'emploi, en matière de protocole d'entente avec les municipalités. C'est vaste. Il y a tellement de choses à regarder. Prendre soin de notre parc immobilier, prendre soin de notre personnel, c'est tout ça. Et comment le système public se comporte présentement? Bien, au cours des 8 dernières années, le taux de réussite des élèves a augmenté de 9 %. Donc, ça va pas mal dans le système public. Est-ce qu'il y a place à amélioration? Je vais toujours vous dire oui. Mais la valorisation du personnel, ça, c'est un gros problème pour moi comme c'est là. C'est pas quelque chose qui est mis de l'avant, soit par le projet de loi 40 qui a été déposé par le ministre Roberge,
ou soit par la société en général. On a besoin de valoriser ces gens-là qui travaillent dans nos écoles. Ils font une différence. C'est la priorité numéro 1 du gouvernement. On a besoin de le sentir. Il faut que les professeurs soient là et qu'ils veulent continuer leur travail. On parle d'un taux de rétention après 5 ans qui est quand même pas excessivement grand. On en perd beaucoup de nos professeurs. Qu'est-ce qui fait que les professeurs s'en vont après 5 ans, tout de suite après avoir consacré quand même? On parle de beaucoup d'années d'études aussi pour en arriver là. Bien, souvent, c'est l'épuisement. Hein? Les nouveaux qui arrivent, ils n'ont peut-être pas les attentes ou ils ne s'attendaient pas à recevoir des classes qui sont difficiles, aussi difficiles qu'ils le sont présentement. Ils n'ont pas ou peu d'aide dans leur classe. Donc, après 5 ans, ils réalisent que peut-être un travail au gouvernement, c'est aussi bien, sinon mieux payé pour la différence de travail, la charge de travail qui est très lourde. Mm-hmm. On parle du projet de loi 40. Le gouvernement Legault l'avait promis en campagne électorale. C'est une promesse qui avait l'air d'avoir assez d'appui au niveau de la population générale. On en parlait même depuis l'ère de Mario Dumont de l'ADQ à l'époque. Ça ne date pas d'hier. On parlait de la position complète. Mario Dumont parlait de complètement abolir les commissions scolaires. Là, on est plus dans un mode réforme, changement. Qu'est-ce qui explique que le gouvernement n'a pas continué et n'a pas fait table rase au complet pour recommencer à nouveau? Bien, je pense qu'il y a de la désinformation là-dedans. Puis ce qu'on doit comprendre au niveau de la population, c'est que l'abolition ou la transformation, ça ne veut pas dire qu'on met tout le monde dehors et on recommence à zéro. Le palier administratif tel qu'il est connu présentement va demeurer le même. On va passer dans le stationnement devant la CSCV demain matin. Disons que le projet de loi est adopté aujourd'hui. Il y a le même nombre d'autos qui est stationné, il y a le même nombre de personnel. Si vous n'aviez pas de service ou vous n'étiez pas satisfait des services que vous aviez, bien, vous ne serez pas plus. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. C'est vraiment les élus scolaires qu'on veut éliminer avec ce projet de loi-là. Il y a le ministre, il y a un ministre, il y a un premier ministre présentement qui ont quelque chose, ils ont quelque chose de particulier envers les élus scolaires qu'ils veulent éliminer. Et puis c'est dur à définir comment ça va, en les éliminant, comment ça va améliorer la réussite scolaire. Justement, l'élève, il en tire quoi, lui? Il n'en retire rien. Il n'y a rien de garanti. Il n'y a rien qui améliore la persévérance dans ce projet de loi-là de 312 articles. Il n'y a rien qui améliore la persévérance ni la réussite scolaire en bout de ligne. Donc, c'est d'éliminer un palier, un élu, quelqu'un qui vient faire des entrevues avec vous, qui essaie d'expliquer à la population sans vouloir les influencer, sans vouloir être subjectif, qui défend la proximité d'un service gouvernemental, un palier qui est, à mon avis, très important. On parle d'économie aussi. Ouais. Et les économies, on parle de 125 000 $ pour la CSCV en salaire des commissaires, grosso modo 125 000 $. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à cause du surplus de tâches qu'il va avoir, il n'y a pas des gens qui vont essayer d'aller tirer ce 125 000 $ pour tirer un peu plus de couvertes de leur côté? Bien, il n'y en a pas d'économie. Ça, c'est de la poudre aux yeux que le ministre essaie de vendre. C'est pour ça que les médias sont tellement importants dans un sens, parce que ce que le ministre dit, c'est des voyages dans le Sud, c'est du super gastronomique. Faites une demande d'accès à l'information pour mes dépenses. Vous ne verrez rien de ça. Et puis, par rapport au salaire des élus, bien, c'est 133 000 à la CSCV. Bien, oui, demain matin, s'il n'y a plus d'élus, puis on change ça en centre de service, bien, tout le papier en tête, toutes les enseignes sur les écoles, partout où c'est écrit commission scolaire, il va falloir changer ça. En partant, c'est des dizaines de milliers de dollars qu'on va réinjecter. Et puis oui, ça va prendre une ressource au niveau des communications parce que le DG, qui sera le porte-parole, qui est prévu dans ce projet de loi-là, n'aura pas le temps ou la disponibilité ou ne sera pas nécessairement appelé à faire toutes les entrevues, à faire la réédition de compte que moi, je peux faire en tant qu'élu. Donc, juste cette semaine, mardi, j'ai fait une entrevue à 6 h le matin. Moi, je mets au défi n'importe quel DG au Québec de remplir ce mandat-là. Et on parle du 29 février comme étant la date butoir, donc le 1er mars 2020. À quoi ça va ressembler? On en parlait un peu plus tôt. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. La bâtisse va rester la même. On ne démolit rien. C'est quoi le but de faire une telle réforme? Bien, en partant, c'était réaliste parce que les commissions parlementaires, tous les groupes qui vont être entendus, il y en a une quarantaine, se terminent le 13 novembre prochain.
Et après, les parlementaires arrêtent de siéger à partir du 6 décembre. Ça leur donne environ 12 jours ouvrables pour pouvoir en discuter. Quand on sait que le projet de loi sur les maternelles 4 ans, il y avait une douzaine d'articles. Il y avait beaucoup moins d'articles. Ça a pris 80 heures à débattre et puis à en venir à une entente, que ça soit adopté. Maintenant, on parle de 312 articles qui va être adopté avant les fêtes. Moi, j'y crois pas. Je pense que la date butoir du 29 devrait, si elle n'est pas reportée, elle devrait être reportée à tout le moins. Ce qui va arriver, c'est la composition est à toute fin pratique très semblable en termes de nombre. C'est la composition de 8 parents qui vont provenir. C'est là le danger. 8 parents qui vont provenir de où? Ensuite, 4 membres du personnel et 4 membres de la communauté. J'ai fait l'étude présentement. Si j'avais une intention, j'avais le goût de me présenter dans ce futur conseil d'administration-là, je pense qu'il n'y a pas de place pour moi. Donc, vous retrouvez le 1er mars complètement avec aucune responsabilité. Est-ce qu'il y a une période de transition? Est-ce que vous allez rester jusqu'au prochaine fin d'année, au mois de juin? On devient un comité conseil à partir du 1er mars, si ce projet de loi est adopté tel quel. Comité conseil du 1er mars jusqu'au 30 juin pour finir l'année scolaire. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait peut-être bien de continuer comme c'est là jusqu'au 30 juin et après ça, faire une genre de réforme? Bien, moi, mon opinion personnelle là-dessus, c'est qu'on continue jusqu'à la fin de notre mandat qui était prévu novembre 2020. Et puis, on discute comment on peut améliorer le système. D'ici à ce temps-là, comment on peut faire participer les gens. Parce que la prémisse de départ du ministre, c'était que les gens n'allaient pas voter. Il a absolument raison sur ce point-là. 5 % c'est famélique. Mais comment on peut améliorer ça? Quand on a quelqu'un qui est dans notre famille qui est malade, on ne fait pas juste le tasser et on ne s'en occupe pas. On s'en occupe. Donc, si notre système de vote, le DGQ, qui s'est déjà prononcé en commission parlementaire, pourrait nous donner des outils. Soit le vote électronique, soit se jumeler au municipal, mais il y a de quoi à faire là. On peut s'améliorer en tant que société. Ce projet de loi-là, c'est un recul. Sentez-vous de l'improvisation de la part du gouvernement? C'est clair. Il y a plusieurs projets de loi à répétition. On l'a vu, maternelle 4 ans, la récréation de 20 minutes. Il y a plusieurs projets de loi qui sont en boucle, un après l'autre, plutôt que d'être analysés et vraiment étudiés. Et puis d'inviter toutes les parties prenantes à la table, qu'on puisse en discuter et à trouver une solution ensemble. On vous avait dit à maintes reprises, vous craignez aussi pour les petits milieux. Qu'est-ce qui va arriver dans ces fameux petits milieux? Moi, j'ai un amour propre pour la petite nation. C'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps adolescent et puis je sais pertinemment que c'est des milieux un petit peu plus fermés, ils font leurs choses, puis tu sais, quand ça se passe à Buckingham, bien, les gens vont venir, mais en même temps, c'est du kilométrage. Donc, la composition du prochain conseil d'administration, c'est 8 parents qui proviennent des conseils d'établissement. Mais il n'est pas dit qu'ils vont provenir... on ne peut pas les obliger à Ripon, à Chénéville. On ne peut pas les obliger de venir siéger, faire 50 km d'auto pour venir siéger une journée de tempête de neige. Et puis, moi, ça m'inquiète. Les parents pourraient tous provenir de SHG ou de Buckingham, puis les besoins de la petite nation, des petits milieux, des écoles plus petites de 100 élèves, vont-ils être défendus quand il n'y a personne qui va siéger sur ce conseil d'administration? On va continuer à en parler après la pause avec Éric-Antoine. Sais-tu combien ça coûte si un auto ne s'arrête pas au stop de mon autobus scolaire? 200 $, 9 points d'inaptitude. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de bonbons je peux acheter avec ça? 1 million environ. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive si on conduit dangereusement en zone scolaire? On risque de blesser un enfant, puis on peut perdre jusqu'à 36 points d'inaptitude. Ça, c'est beaucoup de points. C'est important d'être très, très, très prudent.
Bienvenue à la Tribune locale. On continue avec Éric Antoine de parler de commission scolaire et de la réforme de la loi 40 qui s'en vient. Et on a commencé à voir des choses apparaître aussi sur Internet, notamment Christine Labrie, qui est députée de Sherbrooke pour Québec solidaire, a publié dans les semaines dernières, qu'elle craignait de quelques points dans le projet de loi 40, notamment le droit aux directions de changer les notes des élèves. C'est quand même gros comme responsabilité qu'ils peuvent avoir. Oui, bien oui, puis ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a beaucoup de pouvoir que le ministre vient s'octroyer dans ce projet de loi-là. Donc, éventuellement, plus d'élus scolaires à qui on s'adresse quand ça ne va pas bien avec la direction, parce que le conseil d'administration est redevable qu'aux parents, qu'à l'organisation, pas redevable comme un élu envers la population. Donc, il y a l'article 143.14 qui va permettre une composition du conseil d'établissement, beaucoup plus de parents que de personnel de l'école. Donc, il n'y a pas de parité là. Il y a la simplification des mesures de scolarisation hors territoire d'appartenance. Ça m'inquiète beaucoup encore pour la petite nation parce que les gens qui travaillent au gouvernement, ils ont un parent, par exemple, qui décide que, bof, moi, mon enfant, je vais le déposer en m'en allant au travail et puis il fréquentera une école à Gatineau ou à Hull, bien, ça va être beaucoup plus facile maintenant. Fait qu'on va dévitaliser les petits milieux pour donner plus pour augmenter la population élève dans les écoles de Gatineau. Donc, les services vont s'en aller tous en ville. On sait que l'autoroute ici, elle s'en va juste dans un sens, vers la ville. Bien, nous, on les a, les services, on les a, les gens compétents ici. Pourquoi qu'on ne valorise pas? Pourquoi qu'on ne vient pas vitaliser nos petits milieux? Pensez-vous sincèrement qu'il y aura beaucoup de parents qui vont se prévaloir de ce droit-là? Bien, on en a déjà qui, comme c'est là, on octroie des droits spéciaux pour des parents qui ont des élèves, leurs enfants vont à une voie sportive quelconque ou on fait des dérogations à nos politiques. Mais c'est prévu aussi qu'il y a des élèves qui fréquentent le sport-études aussi, puis pour des causes humanitaires, mais là, on ouvre la clôture tout grande ouverte pour que les parents qui veulent le faire, dévitaliser les petits milieux. Moi, je sais, quand tu vis dans la petite nation, en rural, tu y adhères, tu finis par y rester, y croire, mais il ne faut pas donner des opportunités trop faciles. Pensez-vous que les élèves auront quelque chose à dire? Exemple donné, je ne veux pas aller à Gatineau parce que je ne veux pas perdre mes amis qui sont, exemple donné, dans la petite nation. Pensez-vous que les élèves vont pouvoir avoir ce droit-là de dire à leurs parents, non, je ne veux pas déménager l'école? Il faut être à l'écoute de nos élèves. Et puis, d'ailleurs, M. Lauzon, le préfet, c'était une revendication quand on parlait de l'agrandissement de l'école Maria-Gorotti. Lui, il voulait que les élèves, les familles qui habitent à Tursault puissent avoir la chance d'aller à l'école à Tursault. Parce que là, on débordait. Puis l'inquiétude, c'était que ces élèves-là aillent dans une école, soient transportés pour aller dans une école dans une municipalité voisine. Ce qui n'est pas mal en soi, mais c'est juste qu'on défait le tissu social d'une municipalité ou d'une ville. Ces enfants-là, c'est important d'avoir leurs amis à la même école où ils habitent. Et puis, moi, je crois là-dedans. Ça vient affecter la réussite chez les élèves. Les écoles de Gatineau pourront-ils, selon les termes de la loi, accepter ce nombre d'élèves-là? Les écoles de Gatineau doivent être quand même relativement remplies actuellement. Oui, mais ils vont faire des demandes d'agrandissement, des demandes de construction d'écoles. Puis on sait s'il y a quelque chose que le gouvernement fait de bien présentement, ils ont des sommes d'argent. Ils octroient de plus en plus des contrats pour des agrandissements, pour des constructions d'écoles. Donc, ce ne sera pas un problème pour les grands centres urbains. Gatineau va bâtir, va agrandir davantage. Mais moi, ce que j'ai fait depuis que je suis en poste, c'est de faire valoir nos services ici, en région, à Buckingham, Masson-Angers, l'est de Gatineau, et puis la petite nation, quitte à faire savoir que nous aussi, on a besoin des agrandissements, des constructions d'écoles. On a réussi à juste titre. Et les parents, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à cet octroi de droits-là plus facile? Est-ce que les parents sont enclins à vouloir accepter d'envoyer leurs enfants à Gatineau? Bien, il y a une inquiétude. Hein? Les gens, ils aiment leur milieu. Ça, je le sens quand je suis n'importe où à Petite Nation où on a des écoles. On a 23 écoles sur le territoire et puis je les ai tous visitées. Je vais dans des conseils d'établissement, je suis présent sur le terrain. Les gens veulent défendre leur milieu. Donc, moi, je ne vois pas un exode massif, mais c'est juste qu'il ne faut pas donner cette opportunité-là. Il faut valoriser
les professions, il faut valoriser les milieux. Donc, les gens qui travaillent dans les petits milieux, il faut leur donner les outils pour qu'ils puissent offrir des services de qualité. L'autre point qui m'a fait tiquer aussi quand je l'ai lu sur Internet, Mme Labrie prétend que les services qui sont au public pourront être exigés d'être donnés au privé dans les commissions scolaires. Est-ce que c'est à sens unique ou est-ce que le privé pourrait être obligé lui aussi de revenir et de donner des services qu'ils ont? Alors ça, c'est absolument aberrant. On est en pénurie de main-d'œuvre et depuis le début, le ministre Roberge parle de rareté, pas de pénurie. Et jusqu'à récemment, où je suis passé en commission parlementaire, c'est la première fois que je l'entendais parler de pénurie. On dirait qu'il a fini par comprendre. Mais non, c'est vrai, on va avoir le devoir, selon le projet de loi, de prêter des ressources dans des cas où des écoles de nature privée, là, des écoles privées vont être en manque de ressources. Nous, les écoles publiques, on va devoir fournir ces ressources-là. Est-ce qu'il y a rétroaction monétaire de la part du privé ou est-ce qu'on les donne gratuitement, ces services-là? Bien, on ne parle pas de l'effet monétaire, de comment ils vont nous compenser, mais on parle juste de venir leur prêter les ressources présentement. C'est un article où, comme plusieurs autres, là, je pense qu'ils ont été analysés comme il aurait dû l'être. On aurait dû vérifier vraiment si les ressources étaient disponibles. Puis on sait très bien que ça ne l'est pas le cas. Puis on va créer des écoles de riches, des écoles de pauvres. Et puis je ne comprends pas l'intention derrière ça. Le ministre valorise beaucoup les écoles privées, on le sait, là, mais... Il n'y a pas déjà ce type de vitesse-là dans les écoles actuellement. On a des écoles privées qui coûtent excessivement cher pour envoyer les enfants et des écoles qui ont plus de difficultés. Malheureusement, c'est souvent au niveau public qu'on a plus de difficultés. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Bien, les écoles privées, depuis toujours, font de la ségrégation. Ils ne prennent pas des élèves en difficulté, là. Les élèves à HDAA, il n'y en a pas, ou presque pas dans les écoles privées. Nous, les écoles telles que SAG ou LJP, c'est autour de 35 à 38 des élèves qui ont des besoins particuliers. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile là, d'être performant dans le réseau public, mais on n'a pas des ressources qu'on devrait avoir, et puis on se bat avec les soldats qu'on a, puis nos soldats sont de plus en plus fatigués parce qu'ils ne sont pas valorisés, puis on ne leur donne pas les outils. Un autre point aussi qui a été soulevé, c'est qu'on pourrait fusionner des territoires de centres de services. Donc, autrement dit, la CSCV actuelle pourrait être fusionnée avec une commission scolaire de Petite Nation, mais de Gatineau ou d'autres types pour fusionner et avoir des grands centres de services plutôt que des centres qui sont plus ciblés dans la population. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, je vais être certain de bien articuler ma réponse par rapport à ça, parce que ce projet de loi-là, c'est que le début de ce qui s'en vient. Parce qu'on le voit venir, le ministre l'a mis dans un article de cette loi-là. Il pouvait le faire auparavant, mais il fallait qu'il le fasse par décret. Maintenant, il s'est enchâssé dans cette loi-là, donc ça va être beaucoup plus facile pour lui. C'était dans les plans de l'ADQ auparavant, quand ils se sont jumelés à la CAQ. Maintenant, on peut le voir venir. Quand les gens vont réaliser qu'il n'y aura pas d'économie nécessairement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il n'y aura pas d'économie avec ce projet de loi-là. Là. On sait, ils ont promis 45 millions, il n'y en aura pas de 45 millions. Ça va finir par coûter de l'argent. On le sait. Donc, la population va se demander où l'économie, ça servait à quoi ce projet de loi-là? On va fusionner les services. Puis là, quand vous allez avoir des problèmes de transport, vous allez peut-être devoir appeler à Elmer, à Hull pour un problème de transport à Ripon. Ça n'a aucun sens. Non, disons que ça extensionne les territoires beaucoup et les gens n'ont pas la réalité du terrain. On en a parlé un peu. C'est une réforme majeure qu'on parle ici, mais c'est administratif. On revient à l'élève. L'élève, qu'est-ce qu'il va voir comme différence du jour au lendemain dans son école? Pour les petits milieux, peut-être moins de services éventuellement. Peut-être. J'essaie de deviner là, parce que je vois rien qui est écrit noir sur blanc dans le projet de loi qui vient améliorer le service à l'élève, même que les 160 professionnels que le ministre promet, je ne sais pas où il va y prendre. S'ils existaient présentement, je vous jure qu'on les aurait embauchés.
Donc, ils n'arriveront pas demain matin. De toute façon, cette économie-là est fictive, elle n'existe pas. Donc, l'élève qui n'a pas de problème à l'école ne verra pas de différence en général. Expliquez-moi à quoi ça sert, ce changement-là, cette réforme-là, qui, en bout de ligne, n'a pas de garantie de résultats au niveau des élèves ou de persévérance. On prend souvent en comparaison les pays scandinaves pour leur taux de réussite et pour leur système scolaire qui est un exemple pour la planète. Qu'est-ce qui se fait dans ces pays-là qu'on ne fait pas ici? Bien, je crois qu'on donne plus d'autonomie aux enseignants. Je pense qu'on leur laisse libre cours de comment ils peuvent enseigner davantage. Il y a des structures aussi au niveau des élus dans ces pays-là. Juste en Ontario, ça fonctionne avec des élus aussi. Les élections sont jumelées municipales. Donc, il n'y a pas un ministre qui est dictateur ou qui essaie de prendre toutes les décisions puis s'octroyer tous les droits. Je pense qu'il y a plus de liberté en termes de formation. Si les enseignants veulent se former, les salaires, c'est très valorisant. On a un kilomètre qui nous sépare de Ottawa à certains endroits, de Gatineau à Ottawa, et puis un prof à l'échelle maximale qui est 10, je pense qu'il y a 10 échelons en Ontario, va gagner autour de 92 000. Et puis au Québec, ça tourne autour de 78-80 pour 13 échelons, je pense qu'on est rendu. Donc la différence est visible. On ne valorise pas les emplois quand on ne leur donne même pas le salaire moyen canadien. Combien ça pourrait coûter pour, disons, être égal avec l'Ontario, juste l'Ontario? Bien, ça, c'est des chiffres que je n'ai pas à brûle pour point comme ça, mais je peux vous dire au moins que le 900 millions en taxes scolaires que le ministre a remis aux Québécois parce qu'il trouvait que c'est une belle solution de se donner un taux plancher là, de 0,1054 par 100 $ d'évaluation municipale. Mais il y a des manques à gagner partout dans toutes les commissions scolaires. Donc, c'est 900 millions qui est réinjecté, qui n'a aucune garantie à long terme. Cette péréquation-là est appelée à disparaître. Les taux de taxes scolaires vont réaugmenter. Ce 900 millions-là aurait été beaucoup plus utile dans le réseau. Bien, c'est tout le temps qu'on avait pour cette entrevue. On en reparlera certainement lors de la mise en œuvre de ce projet de loi-là, s'il est adopté tel qu'il est. Il y a encore des commissions parlementaires et on va en parler encore et encore d'ici le 1er mars. Merci d'avoir été là et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une autre tribune locale. TVC Basse-Lièvre, la télé au service de sa communauté.